Bonjour à tous, bienvenue dans le grenier de l'écho pour ce nouveau vrai JT de l'écho consacré évidemment au seul sujet qui aujourd'hui soit important pour l'avenir de l'économie mondiale et puis de manière certainement plus large pour l'avenir tout court. Évidemment, c'est le vrai casse-tête chinois, sans mauvais jeu de mots, mais évidemment avec un grand bon vieux méchant jeu de mots, comme vous pouvez vous en douter. Le casse-tête chinois, c'est quoi ? Eh bien, c'est la crise sanitaire chinoise actuelle et donc de la crise chinoise à la crise mondiale. Je vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière, c'était un peu volontaire parce qu'en fait, on était dans une période un petit peu entre deux. Il fallait attendre de voir ce qui allait se passer pour pouvoir avoir tout simplement des éléments factuels à analyser, que ce soit des éléments économiques, des éléments chiffrés, des éléments beaucoup plus statistiques en termes de pandémie, d'épidémie, et puis évidemment voir un petit peu l'évolution de la situation. Alors l'évolution de la situation, l'évolution elle est très mauvaise aujourd'hui. Donc souvenez-vous, ça c'était la capture d'écran du site du Johns Hopkins Hospital qui suit l'évolution. Alors bon, c'est rouge, c'est noir, c'est vrai que ça fait très inquiétant comme ça. Bon, en dehors de ça, ce qu'on regarde évidemment, ce sont les chiffres. Donc à la dernière vidéo, nous étions à 37 593 cas confirmés. Et donc aujourd'hui, au moment où j'enregistre cette vidéo, nous sommes samedi 22 février et nous sommes à 77 800 cas, presque 77 900. Ce qui est intéressant, c'est évidemment la progression du chiffre total, mais c'est également la progression dans les autres pays, puisqu'au moment où je vous parle, eh bien évidemment, nous avons un drame sanitaire qui se joue sur le bateau de croisière qui est amarré dans le port de Tokyo. Nous avons un autre drame sanitaire qui est en train de se développer évidemment dans un pays comme la Corée du Sud. Nous avons également un autre drame sanitaire qui est en train d'arriver chez nos amis iraniens et ça a l'air d'être très compliqué la situation là-bas. Et nous avons évidemment beaucoup plus proche de chez nous en Italie un foyer très important et nous allons y revenir parce que souvenez-vous, il y a 15 jours, je vous parlais des effets MTR pour maîtrisable, temporaire et réversible de cette crise. Et donc à partir du moment où les effets semblent maîtrisés ou maîtrisables, à partir du moment où ils sont temporaires, et à partir que ça dure pas trop longtemps, puis à partir du moment où en plus c'est réversible, c'est-à-dire que bon, ça entraîne quelques petites broutilles et quelques petits inconvénients mineurs, mais enfin bon an mal an, on va s'en remettre de tout ça, ma brave dame. Oui, c'était ce sur quoi pariaient les marchés. Mais quand en Corée du Sud, on passe de 31 cas à 58, 111, 204, puis 430, on est évidemment dans une évolution qui commence à faire frémir. Là, ici, on est à 204. Sur ce graphique-là, il n'y a même pas le 430. Et la situation est extrêmement évolutive. On sera peut-être à certainement plus de 500, peut-être même 600 demain quand vous regarderez le nombre de cas en Corée du Sud. Et ça, ce sont les cas qui ont été diagnostiqués, qui ont été trouvés, qui ont été découverts, qui ont été testés. Et c'est très compliqué aujourd'hui de tester. Nous avons énormément de ce qu'on appelle de faux négatifs. Ça, c'est une notion un petit peu médicale, mais on fait des tests et les tests sont à un moment donné négatifs, mais c'est un faux négatif parce que la personne elle est bien infectée, elle est bien contaminée, mais ça se voit à un test un petit peu plus tard, 2, 3, 4, des fois 10 jours après. Mais il n'y a pas que la Corée du Sud, vous avez le Japon, Singapour, Hong Kong, la Thaïlande, Taïwan, la Malaisie, l'Iran qui se rajoute évidemment, l'Italie qui n'était même pas encore sur ce tableau et qui aujourd'hui se trouverait à cette position-là, en 4e position du pays le plus contaminé. Alors, les foyers multiples, c'est des effets non MTR, c'est-à-dire que il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est qu'on imagine que la crise va être cantonnée à la Chine. À partir du moment où vous avez une crise sanitaire qui est cantonnée à la Chine s'arrête de produire, on a des ruptures dans les chaînes d'approvisionnement, on a des ruptures logistiques, ok, c'est une chose. Mais à partir du moment où votre infection, votre pandémie, votre épidémie est devenue une pandémie et qu'elle s'est
qu'elle est complètement en train de s'élargir à d'autres pays, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez avoir des mesures de confinement dans ces autres pays, et quand bien même ça irait mieux en Chine, si on est obligé de mettre la Corée sous confinement, le Japon sous confinement, vous imaginez, ce sont quand même de grands pays très industrieux, je ne vous parle même pas de l'Italie, parce que c'est également le nord de l'Italie, là où il y a l'épidémie, une partie très industrieuse de l'Europe. Lorsque vous mettez ces parties-là du monde à l'arrêt, ça entraîne d'autres conséquences économiques. Mais quand bien même ça irait mieux en Chine, vous n'allez pas pouvoir reprendre les échanges de la Chine avec les restes du monde si le reste du monde est contaminé, puisqu'on va recontaminer ceux qui iraient mieux. Donc en réalité, on est parti pour avoir des effets non maîtrisables, non temporaires. Quant à la réversibilité, c'est bien trop tôt pour dire si ça va être réversible ou pas. Ce que l'on peut dire aujourd'hui, au vu de la situation actuelle, c'est que les effets ne sont absolument pas maîtrisés et que pour le moment, rien n'indique qu'ils vont réellement être temporaires, puisque tout indique au contraire qu'on part pour quelque chose de durable et pour une crise durable et que d'une crise simplement chinoise, nous sommes en train d'évoluer vers une crise sanitaire qui va être mondiale et cette crise sanitaire mondiale va entraîner des perturbations mondiales et ces perturbations mondiales vont être assez gênantes, nous allons y revenir. Alors, que dit le monde? Le monde le dit très, donc les foyers multiples, toujours. Le monde le dit très justement, forte inquiétude en Italie face à l'épidémie de coronavirus. C'est pas une forte inquiétude. Aujourd'hui, vous avez 50 000 habitants à 60 km de Milan, qui est l'une des plus grandes villes d'Europe quand même, Milan c'est pas rien, qui sont mis sous confinement, comme c'est le cas aujourd'hui. En Chine, on a demandé à ces 50 000 habitants de rester chez eux, de ne plus sortir. On a fermé les écoles, les centres commerciaux, les bars, les tabacs, les piscines, enfin bref. Tous les lieux de vie, évidemment, sont fermés et on vous demande de rester chez vous. J'espère que vous avez, soit dit en passant, un mois de sac de riz d'avance. Ça pourrait vous être utile quand vous êtes italien aujourd'hui et que vous habitez Codogno et que vous êtes à 60 km de Milan. Parce que hier, vous pouviez peut-être pas forcément l'imaginer. Donc il y a la Corée du Sud également, avec plus de 430 cas au dernier bilan. Alors ça me fait penser à un film que j'avais vu, qui est un film de 2016, Dernier train pour Busan, et qui se passe en Corée du Sud, et qui a pour effectivement théâtre la Corée du Sud, et donc c'est une histoire d'épidémie et d'infestation de zombies sud-coréens. Pour ceux qui aiment la science-fiction, c'est pas mal. Ça se passe dans un train qui est un TGV français vendu à la Corée. Voilà, et en Italie, 20 cas. Quand j'ai écrit ce petit papier, j'ai fait avant, j'ai même pas corrigé, j'ai regardé avant de faire cet enregistrement. Et nous sommes à déjà 51 cas de confirmés en Italie, alors que ce matin, samedi 22, nous étions à seulement 20 cas de mort, 10% de taux de mortalité. Là, c'est nettement moins bon. Que vous dire de plus? Eh bien, arrêt de production et reprise. Alors on vous dit, ça va mieux en Chine. Alors ça va pas mieux en Chine. En plus, le gouvernement chinois a encore changé le mode de comptabilisation des gens malades. Donc on ne compte que les gens qui ont été infectés avec une confirmation par un test et qui ont des symptômes graves. Voilà, donc tous ceux qui ne sont pas encore mourus, qui ne sont pas graves et qu'on n'a pas diagnostiqué officiellement ne sont pas comptabilisés. Donc on estime qu'actuellement c'est seulement 20% des cas à Wuhan et en Chine qui sont comptés comme infectés et comme malades. À Wuhan, ils ont demandé de transformer encore, vous savez, l'histoire de cet hôpital construit en 10 jours, c'est déjà largement oublié. Il prend l'eau de toutes parts, ça marche pas bien. Vous avez des vidéos, ça fuit, il y a des seaux partout, bon bref, c'est une calamité. Donc ils en sont évidemment à complètement autre chose. Ça c'était pour amuser la galerie, c'était de la propagande. Ils en sont aujourd'hui à quoi? Ils en sont à transformer les stades, ils en sont à transformer le palais des congrès, la gare routière. Alors vous avez une vidéo, vous regarderez sur Chronique d'une pandémie, donc tous les jours je vous fais un article intitulé Chronique d'une pandémie sur le site insolentiae.com pour ceux qui veulent suivre ça avec plus d'attention, et vous verrez qu'il transforme la gare routière avec 3000 lits en espèce de... c'est un immense hall de gare, et cet immense hall de gare, on y met 3000 lits pour y mettre 3000 malades, et puis c'est pareil dans tous les lieux publics de Wuhan qui sont transformés en hôpitaux de campagne et en hôpitaux de fortune. Alors, on vous disait, vous entendez peut-être qu'il y a des reprises partielles, des reprises d'entreprises, etc. C'est vrai. C'est vrai parce qu'il faut que la Chine produise,
parce que vous avez toujours 1,5 milliard d'habitants à faire manger, 1,5 milliard d'habitants à qui il faut fournir des services de base et des services support. Et donc, tout le casse-tête chinois, sans mauvais jeu de mots, mais avec mon mauvais jeu de mots, mais c'est une réalité, c'est un vrai casse-tête chinois, parce qu'il faut à la fois produire pour assurer les services essentiels à la population, et d'un autre côté, faire en sorte qu'il y ait le moins de contacts possible entre le maximum de gens de la population pour contenir au maximum l'épidémie et le virus. Et donc c'est un vrai casse-tête. D'un côté, il faut produire, pour produire, il faut que les gens soient dans les usines, et il faut que les transporteurs transportent, et il faut que les magasins soient livrés, il faut que les gens puissent aller chercher, etc. Donc tout ça, c'est en train de se mettre en place en Chine avec une complexité qui est réelle, avec énormément évidemment de perturbations et de gens qui manquent de tout. Donc on est dans quelque chose qui est très très compliqué, et on voit le confinement des Chinois est progressivement levé, une partie des employés, donc c'est une société française, le SAFRE en Chine peut reprendre le travail, mais c'est très progressif. L'une des usines est aujourd'hui à 1/3 de sa capacité, une deuxième n'a pu redémarrer qu'une seule ligne de production, la troisième ne reprendra ses activités au mieux que la semaine prochaine. Donc vous voyez, quand on dit que la Chine redémarre, elle redémarre pas vraiment, puis elle redémarre dans certains endroits, elle redémarre extrêmement doucement, elle s'arrête dans d'autres. Donc c'est aujourd'hui extrêmement compliqué, en plus d'avoir une bonne vision de ce qui se passe en Chine. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'y a plus de Fiat 500. Voilà, donc si vous avez commandé une Fiat 500, vous attendrez, bon alors une Fiat 500, on peut s'en passer évidemment, hein, mais bon, ça reprend au mieux très progressivement, et il faudra attendre des semaines et des semaines, si jamais ça reprenait maintenant, pour commencer à voir l'étendue des dégâts dans les chaînes logistiques qui vont mettre énormément de temps à se remettre en route. Alors, dans ce contexte-là, il devrait y avoir beaucoup de profit warning. Alors les profit warning, c'est quoi? C'est les avertissements sur résultat. Dire, oh, hey les gars, compte tenu de la situation, je crois que je vais avoir quelques petites difficultés en tant qu'entreprise, et que mon chiffre d'affaires ne sera pas aussi beau et exceptionnel que celui que j'espérais qu'il soit. Donc j'émets un avertissement sur résultat. On appelle ça un profit warning, un avertissement sur les profits. Eh bien en fait, il n'y en a pas eu beaucoup, il n'y en a eu réellement que 2, KT Pacifique. Bon, à KT Pacifique, ils sont carrément fermés, 27 000 personnes en vacances forcées jusqu'au mois de mars. Donc eux, voilà, ils ont quasiment mis la clé sous la porte. Mais c'est Apple, évidemment. Apple, la Big Pomme, qui a fait un profit warning en disant mes iPhones, hein, qui sont produits entre la Corée du Sud et la Chine, je vais avoir un peu de mal à vous les livrer. Donc on va décaler gentiment le petit iPhone, machin, et mes e-bidules. Et mes iPads et mes e-trucs, parce que là je suis dans la e-merde, hein, et évidemment je ne peux plus rien produire, plus rien faire livrer. Toutes les usines sont à l'arrêt, et de toute manière il suffit qu'il y en ait une qui a un composant clé de votre machin, et de toute manière vous ne pouvez pas livrer votre bidule. Donc nous devrions avoir beaucoup plus de profit warning que ça. Nous n'en avons pas, parce que les entreprises les retiennent au maximum, parce qu'elles pensent encore MTR, maîtrisable, temporaire, réversible, et donc elles attendent au maximum avant d'émettre leur profit warning, mais elles ne vont pas pouvoir tenir encore très très longtemps, parce que janvier, février et mars et le premier trimestre, c'est pour bientôt, et donc il va bien falloir qu'ils annoncent des résultats ou des avertissements sur profit avant la fin mars. Donc vous voyez, nous sommes à 15 jours à 3 semaines d'une rafale importante de profit warning qui pourrait avoir des impacts forts sur les cours de bourse, mais des indicateurs qui commencent à craquer. Et c'est ça qui s'est passé vendredi, puisque nous avons une baisse des bourses. Alors attention, une baisse extrêmement mesurée, une baisse extrêmement modérée, et absolument rien qui ressemble de près ou de loin à quelque chose qui pourrait s'appeler un crack, même pas une correction, une petite baisse de rien du tout, puisque on a perdu même pas 1%, enfin bon voilà, c'est anecdotique, mais c'est un petit craquement intéressant. Pourquoi? Parce que vous avez un indice qui est l'indice IHS Markit, qui est un indice de référence de l'activité économique. Et pour la première fois, cet indice aux États-Unis est tombé sous les 50 points. Et 50 points au-dessus, vous êtes en expansion. En dessous, vous êtes en récession. Donc à 49,6 points, vous êtes en récession. Et donc c'est évidemment une mauvaise nouvelle.
mais c'est une nouvelle qui va évidemment se confirmer, puisque vous ne pouvez pas avoir l'usine du monde à l'arrêt et une aggravation de l'épidémie qui est en train, sous vos yeux, totalement effarés et ébahis de se transformer en pandémie mondiale. Imaginez que le PIB mondial, lui, va continuer à croître et à progresser dans la félicité et le bonheur le plus absolu. Non, nous allons avoir quelques petits problèmes. Alors justement, je vais me moucher parce que je suis malade. Justement, les marchés hésitent désormais. Vous voyez, c'est bien rouge, mais encore une fois, hein, moins 0,64, voilà, moins 0,92 pour le S&P 500, on est zen, tout va bien, c'est pas un effondrement, mais en revanche, plus de 2%, 3% sur l'or sur la semaine à 1645 $. Oui, alors là, par contre, l'or, on a des mouvements sur l'or, il monte bien, il monte fort, mais il n'explose pas non plus, puisque les cours sont maintenus et la hausse est contenue. Je reprends et retenez bien ça, les cours sont maintenus et les cours sont contenus pour le métal jaune. Pourquoi? Si les cours ne sont pas maintenus, c'est un signal terriblement inquiétant pour les masses. Si les marchés se mettent à craquer lamentablement, ça va vous donner quand même un climat un peu fin du mondiste. Et puis là, c'est pareil, si ça explose à la hausse, ça va inquiéter également, donc maintenu, contenu. Alors mes amis, quand vous voyez ce qui se passe en Italie avec 50 000 personnes qui hier vivaient encore comme vous et moi, hein, hier, ils vivaient comme vous et moi. Ils allaient au café, ils prenaient le train, ils allaient travailler à Milan, c'est la grande banlieue de Milan, ils avaient leur petite maison, leurs habitudes, les enfants allaient à l'école et les oiseaux chantaient comme dans ces films catastrophes hollywoodiens. Vous savez, on vous filme les petits-enfants qui courent, etc., les mamans qui sourient, les amoureux qui se bécotent sur les bancs publics, et puis bam, tout d'un coup, la catastrophe, le tsunami, le tremblement de terre, l'éruption volcanique, et c'est le film catastrophe hollywoodien, ils commencent tous pareil. D'abord, c'est le calme, la félicité, le bonheur, et la vie quotidienne est normale. Et puis tout d'un coup, brutalement, arrive la catastrophe. Eh bien, c'est ce que vivent, c'est ce qu'ont vécu les gens à Wuhan, c'est ce qu'ont vécu les gens en Chine, c'est ce que sont en train de vivre les passagers sur leur bateau de croisière au Japon, et c'est maintenant ce que vivent 50 000 Italiens à 60 km de Milan, qui se retrouvent confinés chez eux sans rien, parce qu'ils n'avaient rien préparé. Et donc, mes amis, c'est le temps de l'anticipation. D'accord? Donc, je vais vous donner juste un truc, parce que je ne suis pas là pour vous dire quoi faire, ni comment le faire, mais juste en termes de bon sens, un homme averti en vaut deux, et ça, c'est pas faux. Et puis surtout, 1 kg de riz, ça coûte 1 € aujourd'hui. Voilà, 1 kg de riz, ça coûte 1 €. 10 kg de riz, ça coûte 10 € et c'est quasiment non périssable. Bon. Donc vous mangerez bien vos 10 kg de riz. Donc avoir 10 kg de riz d'avance aujourd'hui pour 10 €, c'est peut-être quelque chose qu'il faut faire. Là, c'est une analogie que je vous donne. Vous faites ce que vous voulez. J'ai pas de conseils particuliers à vous donner. Simplement, de la Chine à l'Italie, des États-Unis à l'Asie, vous avez exactement les mêmes processus qui sont à l'œuvre. C'est-à-dire que vous êtes dans le cadre d'une épidémie. Et la seule manière de lutter contre une épidémie, c'est la réduction des rapports humains, des rapports sociaux. Donc à un moment donné, il va falloir réduire les échanges. Et pour réduire les échanges, chacun doit rester chez soi. Et il n'y a plus d'échanges. Le problème, c'est que si vous n'avez pas préparé de rester un petit peu chez vous pour 15 jours, 3 semaines ou un mois, comme c'est désormais le cas pour les habitants de Wuhan, comment vous faites pour vous ravitailler? Comment vous faites pour avoir vos produits de première nécessité, vos produits d'hygiène, etc., etc. Donc, je pense, compte tenu de ce qui se passe en Italie, compte tenu de premier cas que nous avons eu en France, même si la situation semble plutôt bonne, imaginez et anticiper ce qu'il peut se passer, parce que ce qui peut se passer, c'est quoi? Eh bien, si la situation n'est pas contrôlée en Italie, eh bien, il se passera en Italie la même chose qu'il s'est passé en Chine. Il va se passer en Corée la même chose que ce qui se passe en Chine, et vous allez avoir une grande augmentation des perturbations. Anticiper ce qu'il va se passer, ou rentrer dans l'anticipation, c'est aussi, si vous avez prévu de voyager un petit peu loin, de reporter vos voyages ou de ne pas les faire. Parce que vous savez que vous allez pouvoir partir, rien ne vous dit que vous allez pouvoir rentrer ni revenir. Est-ce qu'il faut partir aujourd'hui 15 jours, voir la tour de Pise en Italie? Eh bien, j'en sais rien. La décision, elle appartient à chacun. Il ne s'agit en aucun cas d'être alarmiste. Il faut simplement être réaliste, observer ce qu'il se passe. Nous, encore une fois, nous ne sommes pas du tout démunis dans le cadre d'une épidémie comme celle-ci. Même si le virus est très virulent, même si ce virus peut
peut-être très mortels, il n'en demeure pas moins que nous ne sommes pas démunis. Nous avons des connaissances d'hygiène que nous n'avions pas quand nous avons eu les épidémies de peste noire. Nous avons des capacités de communication que nous n'avions pas. Nous avons des capacités de recherche que nous n'avions pas. Nous avons des capacités de soins de support que nous n'avions pas. Et nous avons des capacités d'organisation que nous n'avions pas. Donc, nous sommes capables de faire face. Mais vous serez capable très certainement de faire face à ce genre de situation encore plus si vous êtes préparé. Et plus la population sera résiliente, plus la population sera préparée, et là c'est du bon sens, plus les choses se passeront bien. Imaginez que tout le monde aujourd'hui aille acheter 2 sacs de riz de plus à chaque fois qu'ils vont faire des courses. Eh bien non seulement vous n'aurez pas de pénurie, ensuite il y en aura pour tout le monde, et il n'y aura pas de cohue le jour où on vous demande de rester chez vous tranquillement, parce que peut-être que vous êtes dans l'endroit où il y a ce qu'on appelle un cluster, c'est-à-dire un foyer épidémique. Parce que, a priori, on peut espérer qu'on réussira à cantonner les foyers épidémiques dans des périmètres plus ou moins restreints. Mais si vous êtes dans ce périmètre et rien ne dit, un quartier, une ville, un village, une petite ville, peu importe, un arrondissement parisien, j'en sais rien, qui va se retrouver confiné, eh bien à ce moment-là, peut-être que si vous êtes un petit peu préparé, les choses se passeront mieux et seront beaucoup moins anxiogènes. Donc je pense que en revanche, aujourd'hui, très clairement, le temps de l'anticipation est arrivé. Financièrement, dites-vous bien que si l'or augmente, c'est qu'il y a des raisons. Et les raisons, elles sont très simples. C'est que pour lutter contre une pandémie comme ça, il va falloir imprimer beaucoup de monnaie parce qu'une épidémie, une pandémie mondiale, ça va coûter extrêmement cher. On parle dans certaines simulations de 10 à 20%, avec 11% de récession et de PIB mondial en moins. Donc vous imaginez le coût économique fondamental. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que évidemment votre monnaie va se dévaloriser parce qu'on va imprimer. Mais attention, l'or, et vous me connaissez, je suis à fond pour l'or. Je pense que de toute manière, quand on imprime de la monnaie, l'or reste la solution et reste la protection. En revanche, n'oubliez jamais que l'or ne se mange pas, alors qu'une boîte de conserve, ça se mange. Donc, quand vous avez 2 millions d'euros de fortune sur votre compte, imaginez-vous bien que vous n'allez pas acheter 3 semi-remorques de boîtes de thon ou de boîtes de raviolis dont je suis grand fan. Non, vous allez acheter peut-être pour 1000 euros de boîtes de conserve et puis vous placerez le reste dans de l'or. Mais ce que je veux dire, c'est que dans l'anticipation et chacun à la hauteur de ses moyens et en fonction de sa compréhension et des scénarios qui seront les vôtres, je vous invite à anticiper dans la sérénité et la sagesse. Et puis, parce que moi je suis comme ça, quand j'anticipe pas que pour moi, j'essaye aussi d'anticiper pour le voisin, j'essaye aussi d'anticiper pour le copain qui sera imprévoyant, et c'est aussi une manière d'être généreux, même dans des moments compliqués ou difficiles. Eh bien oui, ce qui, encore une fois, va nous définir en tant que société, c'est notre humanité. Et donc cette humanité, même dans des moments noirs, même dans des moments difficiles, eh bien il faut espérer, il faut défendre l'idée qu'elle puisse s'exprimer envers et contre tout, parce que c'est ça qui nous définit. Voilà, donc anticipez, quand vous anticipez pour vous, sachez que vous anticipez aussi pour les autres et que c'est aussi un acte de générosité, parce que si vous avez 10 sacs de riz, eh bien vous en aurez au moins un à partager avec le voisin, et ma foi, c'est peut-être pas mal. Si cette vidéo vous a plu, vous me mettez un doigt, qu'on appelle un pouce bleu chez YouTube. Vous pouvez me retrouver sur le site insolentiae.com, boutique pour la lettre stratégie. Et puis, je vous souhaite une excellente semaine. Je ne vous souhaite pas une bonne pandémie parce que ça va être un petit peu compliqué. Mais en revanche, soyez prudents, prenez soin de vous, anticipez. Et à la semaine prochaine, les amis. Merci, au revoir, à très bientôt.